bienvenue sur Diaf TV. Merci pour votre fidélité. Dans le cadre de nos entretiens, nous rencontrons aujourd'hui le philosophe, écrivain, essayiste et enseignant Thomas Calvin Djombe, qui vient de commettre, n'est-ce pas, un essai, culture virile et identité féminine, donc essai sur le genre en Afrique subsaharienne. Alors, c'est une espèce de plaidoyer en faveur des femmes africaines pour qui le philosophe essaye de réhabiliter la position. Donc, nous allons de ce pas le rencontrer pour cet entretien. À tout à l'heure. C'est féminine et c'est sur le genre en Afrique subsaharienne. Bonjour Calvin Thomas Djombe. Bonjour Jules. Nous sommes très heureux de vous recevoir, n'est-ce pas, aujourd'hui sur Diaf TV. Et justement, c'est pour parler de votre essai, de votre livre. Et avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, on aimerait vous poser quelques petites questions. On va commencer justement par votre nationalité. Quelle est votre nationalité? Ma nationalité, je suis d'origine camerounaise. Oui. Mais de nationalité française. Mais on vous pose la question simplement parce qu'en fait, il y a un débat actuellement au Cameroun sur la double nationalité. Vous vous considérez comme quoi? Franco-camerounais Bien évidemment, pour moi je suis franco-camerounais, j'ai ma culture camerounaise et j'aime aussi ma culture française. Donc je n'essaie de d'éluder aucune de ces cultures. Je ne me débarrasse d'aucune d'entre elles. Toutes les deux ont pu construire ma personnalité et mon identité. Et c'est à travers toutes les deux que j'arrive à m'exprimer dans le monde. D'accord. Alors, athée ou croyant? Croyant. Pratiquant. Et pratiquant en plus. D'accord. Et quel est dans la vie ce qui vous motive, ce qui vous booste le plus? Je suis un homme essentiellement ambitieux. Il est bien vrai que mes ambitions, j'essaie de les limiter à la mesure de mes capacités. Mais je n'arrête pas l'ambition. Je suis toujours à la recherche de quelque chose. J'ai toujours un idéal. J'ai toujours des objectifs que j'essaie de me fixer. C'est pourquoi je n'ai pas le temps de m'ennuyer ou de tourner en rond. D'accord. Vous êtes en fait issu de l'école camerounaise. Vous êtes diplômé de l'école normale supérieure. Oui. Donc vous faites partie déjà, ne serait-ce qu'au Cameroun, de l'élite. Oui. Et en France aussi d'ailleurs, parce que vous êtes quand même docteur en philosophie, ce qui n'est pas rien. Et donc justement, votre livre, il est assez vaste, hein, c'est un pavé dans la mare, et où vous essayez de réhabiliter la femme, on va dire la femme africaine. Alors, la première question, elle est toute simple. Pensez-vous que, avec ce livre, vous pourrez changer les mentalités? Mon but n'est pas de changer les mentalités. Mon but, c'est de pointer les faits. Il y a un fait, une évidence, qui est que la femme africaine est enfermée dans un statut. Elle est enfermée dans une identité statique qu'il faudrait essayer de transformer. Donc, il faut que les gens puissent déjà, au minimum, prendre conscience de cette identité-là que la société essaie de fabriquer. C'est une identité de rebut, une identité minorée, une identité inférieure, qui est essentiellement accolée à la virilité masculine. C'est l'homme qui tient toujours les devants et la femme est rabattue à l'arrière. Mais justement, parce que quand on voit ce statut de la femme que vous essayez de décrire tout au long des pages de ce livre, on se dit que vous essayez de généraliser le tout, alors que, effectivement, vous êtes vous-même, auteur de ce livre, l'antithèse, justement, de cette masculinité, du fait, on va dire, des faits ancestraux, du cognitif, qui fait en sorte que, effectivement, on se pose des questions, on se dit, mais finalement, quel public il veut atteindre? Est-ce qu'il s'exclut? Est-ce qu'il généralise? Est-ce que finalement toutes les femmes sont logées dans ce statut avilisant, on va dire? Vous voyez, moi, mon problème n'est pas de pouvoir déterminer des classes.
d'individus qui font ceci ou cela. Vous voyez, je suis parti un peu d'une base purement culturelle, mythique et même mystique africaine. Je suis parti de la cosmologie africaine. Oui, justement. Si vous regardez, j'ai pris un exemple, l'exemple de la cosmologie Dogon. Oui. Dans la cosmologie Dogon, le dieu Ama est le dieu fondamental, premier, qui a créé le monde. Et la terre représente la femme. À partir du moment où le dieu Ama a voulu entrer dans un contact à caractère sexuel avec la terre, qui est le corps de la femme, c'est là où le désordre a été créé dans le monde. Si le désordre vient donc de tout contact avec la femme, la conséquence en est simple, c'est que la femme est à l'origine du désordre du monde. C'est donc que la femme est essentiellement un élément maléfique. La conséquence maintenant dans la structuration de la société Dogon, c'est quoi? C'est que la femme vit dans une grange à l'écart et l'homme, lui, vit dans la grange principale où il ne fait que recevoir les femmes. On dit même que la société Dogon est structurée à l'image du corps de l'homme, dont la tête est la partie de la mosquée, le centre de la maison, c'est le sexe de l'homme. Vous comprenez? C'est-à-dire que la maison même a un caractère qu'on appelle ityphalique. Oui, oui. Et le poteau central de la maison doit être mis en place essentiellement par un homme. Pourquoi? Et où est donc la femme? Alors que nous savons que l'homme, généralement, divorce parfois même de cette maison. Pas de la femme, mais de cette maison. Parce qu'il n'y est que par intermittence. C'est la femme qui apparaît comme le socle fondamental de la maison en Afrique. Mais pourquoi donc donner plus de valeur à la place de l'homme dans cette maison par rapport à celle de la femme? Mais là justement est la question. Comment le livre a été accueilli justement dans toutes les sphères africaines et voire occidentales même? Il ne faut ne partons même pas de l'accueil, partons du départ. Quand j'ai eu ce projet, je suis parti voir des éminents professeurs qui sont spécialisés dans le genre et qui enseignent dans les universités françaises et qui m'ont dit c'est un projet fou, ça ne vaut pas la peine, vous y comprendrez, vous n'y arriverez pas. Ouais. Mais j'ai mis en place le projet. Actuellement, il y a eu beaucoup de critiques et j'en suis plutôt fier. Oui, mais je suis à la mesure, le livre est à la mesure de ces critiques. Il y a eu des accueils mitigés. Il y en a qui ont dit que c'est purement et simplement un livre d'ethnologie. Il y en a qui disent que la pensée y est complètement assombrie par la volonté de m'enfermer dans la philosophie. Il y en a qui me disent que c'est l'ethnophilosophie, et ainsi de suite. Le projet en lui-même est basé sur le genre. Qu'on puisse le mettre du côté de la philosophie, si c'est une philosophie du genre, c'est plutôt positif. Mais je ne pouvais pas m'enfermer dans une théorie essentiellement ombrageuse et laisser les faits. J'ai voulu montrer qu'il y a des faits en Afrique qui donnent déjà l'image de la place sociale de la femme. Dans le cas de la dot. La dot est un phénomène qui, en Afrique, ravale la femme à un statut de marchandise. On va dire. Il y a des hommes qui disent carrément à leur femme, tu dois te taire parce que j'étais acheté. Parce qu'il a donné la dot. Il y a des sociétés chez les Swahili, chez les Ndoudan Dembélé, par exemple en Afrique du Sud et autres, quand la femme part, pour que la femme puisse quitter le mariage, quelle que soit la manière dont elle est maltraitée dans le mariage, il faut d'abord que la dot soit remboursée. Alors c'est comme si vous avez acheté une marchandise, et au moment où vous allez la remettre au magasin, le magasin vous remet votre argent. Il faut que la dot soit remboursée. Alors que c'est parce qu'elle se sent mal dans le couple qu'elle a besoin de quitter ce couple. Généralement en Europe, on considère le divorce comme un mode de reconstruction de la femme. Elle quitte un élément négatif qui avait une incidence négative sur sa vie pour partir maintenant dans un autre mode où peut-être elle se retrouve peut-être seule, c'est vrai, mais qui lui permet de se reconstruire tant personnellement qu'identitairement. Mais justement, quand on parcourt le livre, on se rend compte que vous souhaitez une transposition, peut-être que je me trompe, de la société occidentale sur la société africaine.
Si j'ai cru comprendre, hein, Non, non, c'est-à-dire vous dites dans le livre, par exemple, que finalement la colonisation, etc., n'a pas réellement bouleversé la société africaine, simplement parce que... Dans ce sens-là. Oui, simplement parce que, justement, la femme est toujours complètement... ravalée à un rang inférieur. À un rang inférieur qu'à celui de l'homme. Oui, je voudrais ajouter une question. Est-ce que finalement, quand on vous a entendu, vous ne pensez pas qu'il aurait peut-être fallu déjà traiter la question de la dot, qui visiblement est le véritable problème dans la considération qu'on fait de la femme dans les foyers africains? Parce que si on continue à avoir cette pratique qui régit les rapports entre l'homme et la femme en Afrique, est-ce que finalement on n'est pas en train de dire des choses sans pour autant s'attaquer au fond de celle-ci, notamment la question de la dot, qui est aussi, on peut quand même pas le nier, qui est aussi une façon de se doter des services d'un être humain à travers un investissement quand même colossal. Ce que je veux vous dire, c'est que si j'ai parlé de la dot, c'est parce que la dot est à l'origine de multiples dérives. La première dérive de la dot, c'est le mariage des toutes petites filles. Parce que la famille a besoin de la dot, on va envoyer une fille de 10 ans en mariage. Qu'est-ce qu'elle en sait? En dehors de son jeu de poupée et des petits jeux de poursuite, on dit je suis le mari, toi tu es la femme, je suis le médecin, toi tu es l'infirmière, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elle en sait à 10 ans? Elle n'en sait absolument rien. Mais parce que la famille a besoin de cette dot pour pouvoir réaliser certains projets, il y a aussi cette prostitution qui ne dit pas son nom en Afrique. Les jeunes filles qui sont envoyées dans les bras des Européens parce qu'ils ont, par exemple, des devises qui ont une valeur supérieure, c'est-à-dire l'euro, le dollar, et ainsi de suite. Cette jeune fille-là, parce que ce monsieur va remettre de l'argent à la famille pour pouvoir régler certains problèmes. C'est tout ça. Il y a plusieurs autres dérives, on ne peut pas toutes les citer. Hein. Vous voyez, les mariages ont quelle image? Et puis, la dérive fondamentale, c'est la polygamie. Au nom de la dot... Il y a quand même aussi des femmes polyandres au Cameroun. Hein. Oui, pas seulement au Cameroun. Partout ailleurs en Afrique. Oui, mais au nom de cette dot, parce que l'homme est à mesure de donner autant de dot pour que possible, alors il a aussi la possibilité d'avoir autant de femmes que possible. Mais il y a encore une dérive fondamentale. C'est que quand vous regardez en Afrique de l'Ouest, il y a des sociétés où on introduit un disque de terre dans la lèvre de la femme pour donner la valeur de la dot. Plus le disque est énorme, plus la dot doit être aussi énorme. Pourquoi la femme doit-elle subir de tels sévices physiques au nom d'une pratique qui elle-même ne mérite pas d'être? Là, c'est votre avis. Mais est-ce que pour ces sociétés-là, finalement, on peut parler d'excision, la circoncision, qui est pour les hommes ce que probablement l'ablation des salles du clitoris est pour la femme? Pourquoi être contre cette ablation du clitoris et être probablement pour la circoncision? Parce que justement, il y a ça, c'est la société africaine, on est en plein dans ça. Si vous regardez bien le livre, je n'ai pas dit que je suis pour la circoncision. Non, simplement, la circoncision est en Afrique un mode d'identification de l'homme. Et si vous regardez bien dans le livre encore, ça c'est dans la première partie, vous allez voir que je considère que tous ces éléments qui donnent un statut viril à l'homme sont à la base même de l'infériorisation de la femme. C'est-à-dire que l'homme en Afrique est représenté par quoi? Par la force, par la puissance, et avec la modernité alternative africaine, parce que ce n'est pas une véritable modernité, hein. J'ai appelé ça la modernité alternative. Avec la modernité alternative, l'homme est à l'image de quoi? De son portefeuille, par exemple. Et la femme qui accepte l'homme parce qu'il est à l'image de son portefeuille, elle perd aussi de sa personnalité, elle perd de son identité, elle perd même de sa réalité de femme. Et il y a justement une question par rapport à une phrase. On souhaiterait que ce soit beaucoup plus explicite, hein. On va dire, parce que bon, il y a un reproche qu'on fait d'habitude aux philosophes, on se dit qu'ils aiment
se cacher derrière des mots savants Oui. pour tenter d'expliquer des choses et finalement C'est plus- brouille les cartes. Alors, la phrase, la voici, page 11. Hein. Notre discours tient d'abord à considérer ces sociétés comme un ensemble théorique et théorisable. Alors, est-ce que vous pouvez être beaucoup plus explicite? Oui. Que signifie réellement cette phrase-là? Quand il dit un ensemble théorique, ça veut dire un ensemble qu'on est en mesure d'étudier, Ok. que ce soit sociologiquement, anthropologiquement, ethnologiquement, philosophiquement ou sous toute autre forme. Et maintenant, théorisable, ça veut dire qu'à partir de l'étude qu'on fait de ces sociétés, on est en mesure de mettre sur pied une théorie personnelle parfois, donc critiquable. Donc, le livre, c'est une théorie que je peux dire personnelle, donc qui est critiquable. Mais le problème, c'est que cette théorie, elle part des faits. Des faits. C'est-à-dire que le mode de légitimation de la théorie que j'ai mise en place est un mode purement pratique. Généralement, on considère dans la pensée qu'il y a 3 modes de légitimation. Que ce soit il y a le mode transhistorique, qui est basé sur la tradition essentiellement. Il y a le mode pratique, il y a le mode futuriste, qui est basé sur la possibilité de la présentification comme mode de dépassement du présent pour pouvoir atteindre l'avenir. Mais j'ai préféré me situer un peu d'un point de vue essentiellement pratique. C'est-à-dire partir des éléments de ces sociétés-là pour pouvoir mettre sur pied une théorie. D'où cette phrase. D'accord. Bon, là on l'a bien compris, on espère que effectivement nos téléspectateurs ont compris cette phrase-là. Justement, on a vu, et ça je parlais tout à l'heure d'entrée de cette tentative de transposition de la société occidentale et de la société africaine. Vous êtes appuyé justement sur certains philosophes grecs. On a vu Aristote, on a vu Platon, etc. Et il y a quelque chose qui nous interroge, qui nous interpelle. C'est la mise en valeur de Nietzsche. Or, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez croyant. Or, on sait très bien que Nietzsche, malgré le fait qu'il ait été élevé dans une famille luciférienne, a pratiquement renié la religion. Mais comment se fait-il que vous puissiez aujourd'hui mettre, parce que j'ai l'impression, c'est vrai, Aristote aussi, là-dedans, quand on a vu, que Nietzsche soit vraiment mis comme une espèce de lumière d'une pensée occidentale qui devrait épouser l'africaine de façon à ce que la société puisse évoluer. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je comprends. En fait, si vous voyez, j'ai fait appel à Nietzsche à partir du moment où j'ai fait une étude sur la culture africaine en général, pour voir les modes d'évolution culturelle. Donc, je suis parti du fait qu'en Europe, on considère que la modernité a créé le désenchantement. Ouais. Alors que ce que j'appelais la modernité alternative africaine n'a pas créé le désenchantement. Le désenchantement n'est pas possible dans une modernité qui n'est pas une véritable modernité. Parce que la modernité africaine, elle n'a pas encore les bases réelles de la modernité. Parce que l'élément fondamental premier de la modernité, c'est la possibilité de la liberté. Et cette possibilité de la liberté ne peut se manifester que dans une société purement démocratique. On a encore affaire à des sociétés en Afrique qui ne sont pas, qui n'approchent pas de la démocratie. Je ne vais pas dire qu'elles sont essentiellement dictatoriales, hein. J'évite de le dire, mais qui ne sont pas véritablement démocratiques. Donc, j'ai fait appel à Nietzsche, pourquoi? Parce qu'il y a l'élément, ce qu'on ignore, c'est que quand Nietzsche dit par exemple que Dieu est mort et que vive le surhomme, et il le dit, c'est vrai, mais quelle valeur donne-t-il à cela? Parce que la pensée de Nietzsche, il faut la situer, non pas dans une volonté de critique de la religion, mais dans un élément de cosmologie culturelle. Donc, c'est la culture que Nietzsche critique. Donc, Dieu est mort et que vive le surhomme, ce sont les valeurs telles qu'elles sont instituées dans la société. C'est donc ces traditions-là, telles qu'elles sont instituées en Afrique, c'est contre elles que j'essaie de transposer la pensée nietzschéenne. Il faut qu'on puisse tuer certaines de ces traditions. Je ne dis pas les rejeter. Il y a des traditions qui sont vraiment qui ont vraiment leur place dans la société africaine. Hein. En fait, là-dessus, je ne peux pas nier. Hein. Moi-même, voilà, je ne peux pas nier que je sois, par exemple, dans mon village, quelqu'un qui a une certaine place, qui est
voilà, dans ma famille, par exemple, qui est le grand-père, on m'appelle le grand-père dans ma famille, alors que même ma mère m'appelle son père, alors que je ne suis pas, voilà, c'est quand même ma mère. Il y a toutes ces traditions-là qui ont encore les places, justement, et qui sont importantes. Vous dites que vous êtes aussi appuyé sur elle, c'est un peu sa vie que... Oui, non, c'est pas sa vie, c'est ce qu'elle a subi. Oui. C'est ce qu'elle a subi, parce que, vous voyez, il y a ce refus de différenciation entre le droit positif tel qu'il est institué dans la société et le droit traditionnel en Afrique. C'est-à-dire que dans la tradition, la femme n'a pas le droit d'hériter. Dans la plupart des traditions africaines, la femme n'a pas le droit d'hériter. Elle n'a pas sa place dans l'héritage. Alors que, généralement, c'est cette femme qui se bat avec son mari pour pouvoir créer ses biens, pour pouvoir produire ses biens. Mais à partir du moment où le mari meurt, cette femme, ce sont les frères du mari qui viennent maintenant tout récupérer et qui mettent la femme dehors. C'est ce qu'a subi bien sûr ma mère. Mais je suis peut-être parti de là. Je nourris de la haine, je ne nourris pas de la haine envers cela. Non, je suis peut-être parti de là parce que, et je me suis dit, c'est une injustice en fait. C'est pourquoi je me suis dit, voilà. Mais contrairement à ce que, bon, parce que je l'ai dit, certaines personnes arrivent à déformer un peu le projet. Le projet n'est pas autobiographique. Hein. Il n'est pas autobiographique. Parce que si vous voyez, dans le livre, il y a ma mère n'apparaît nulle part. Hein. Je suis parti de là. Je suis parti de là, je l'avoue, mais ma mère n'apparaît nulle part. Mais justement, quand on se projette dans la société africaine passée, hein, on se dit, ça a été basé une tradition orale, hein, pratiquement orale. Or, la société occidentale, qui permet de travailler sur les tests, etc., la philologie, est-ce que finalement, à partir du moment où les sociétés africaines, d'un pays à l'autre, la tradition est complètement changeante, est-ce que finalement ça ne reste pas dogmatique? C'est-à-dire que vous faites juste un essai comme ça, mais finalement qui ne peut pas être adapté à terme en Afrique. L'essai est très adaptable à l'Afrique parce qu'il est parti des faits africains. Quand je dis par exemple que chez les Maasai, l'homme est représenté essentiellement par la force et en même temps par la violence, c'est un fait. Je ne l'ai pas inventé. Quand je dis par exemple que, pour revenir au Cameroun, quand je dis par exemple que chez les Bamileke, on a vu les chefs traditionnels, arrivaient à avoir une trentaine de femmes et même plus, ils avaient une centaine d'enfants et autres, ce sont des faits. J'ai discuté encore avec un collègue dernièrement qui me disait qu'il a fait un tour au Cameroun et il a fait une visite touristique des chefferies traditionnelles et on lui a parlé des 80 femmes du chef. Il m'a demandé mais comment est-ce qu'il fait pour s'en sortir. Là est la question. Donc il y a tous ces éléments-là. Oui, vous le démontrez très bien parce que bon, on a les Tinda oui, bien sûr. Qui effectivement... Voilà. Mais c'est pas ça. En fait, est-ce que c'était un mariage? À partir du moment où il y a un certain nombre de femmes, est-ce que c'était un mariage? Il y a des polygames qui n'arrivent parfois pas à reconnaître d'ailleurs non seulement tous leurs enfants, mais parfois même se pose la question de savoir est-ce que celle-ci c'est véritablement ma femme? Parce qu'il la voit avec 80 femmes, comment est-ce qu'il fait? Il va la voir quand et comment? Est-ce que c'est véritablement sa femme? Il y en a une qui est tout près de lui, qui est la reine-mère. Et les autres, il leur donne quelle place? Est-ce qu'il s'occupe même véritablement de ses enfants? Comme je l'ai dit, il a de vastes terres, il divise des lopins de terre, chacune d'elles prend un lopin de terre où elle essaie de se débrouiller pour pouvoir produire et générer ce qu'il faut pour sa progéniture à elle, et c'est tout. Donc, où est cet élément, ce minimum-là, qu'on appelle l'amour? Où est le minimum qu'on appelle pouvoir partager des plaisirs? Où est ce sentiment de rapprochement? Il n'y a pas tout ça. Parce qu'elle le voit peut-être une fois le mois. Mais peut-on dire, comme ça, tout de go, hein, que finalement les femmes africaines sont des victimes expiatoires? C'est-à-dire que finalement elles acceptent ça. Et donc, je vais vraiment,
pourquoi on essaie de parler de la dimension politique même du livre. Mais je ne peux pas dire que les femmes africaines sont des victimes expiatoires des hommes. Mais je vais dire plutôt qu'elles sont des victimes expiatoires de la culture africaine. Ce n'est pas des hommes. Mais simplement, quand on le dit, il faut un minimum de prudence. Qui fait la culture? Justement, c'est... Voilà, qui a mis sur pied ces éléments culturels-là? Quand on dit par exemple chez les Pygmées que la femme ne doit pas manger la trompe de l'éléphant, c'est pourquoi? Qui l'a dit? C'est les hommes. Hein? Donc, ce sont les hommes. Mais est-ce que ce sont les hommes qui l'ont effectivement dit? Là, il y a la question justement. Oui, mais en fait... Avec la tradition orale, sait-on réellement d'où viennent... Pourquoi on dit que c'est les hommes, ce sont les hommes? Parce que c'est beaucoup plus les femmes qui ont toujours cette interdiction. Je vais vous donner un cas très simple. Chez les Bakaka, où est originaire ma mère, il y a ce qu'on appelle la cérémonie du Mwankou. Dans cette cérémonie, par exemple, les femmes n'ont même pas le droit de s'approcher. Les femmes sont considérées comme des étrangères. Elles doivent soit quitter le village, soit elles sont parquées dans une petite hutte quelque part, dans le noir, et elles ne doivent faire aucun bruit. Il ne faut pas qu'on sache qu'elles sont là pendant que la cérémonie a lieu. Donc, comment se fait-il que la femme fait partie de cette société, mais elle devient étrangère à sa société parce que les éléments traditionnels, parce que la symbolique traditionnelle est en train de se manifester. C'est ça le problème. Donc, c'est justement... En fait, je n'ai voulu que pointer du doigt cet ensemble de problèmes-là. Alors, ce sont les hommes qui ont donc voulu manifester leur virilité à travers des lois excluantes pour la femme et minorantes en même temps. Pourquoi c'est cette image de virilité qui est la représentation même de la masculinité africaine? Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous étonner, mais chez les Yoruba du Nigeria, avant, quand le chef traditionnel mourait, on considérait qu'il a un pouvoir, puisqu'il a un pouvoir supérieur, il faut éviter que ce pouvoir ne se manifeste après sa mort. Où est essentiellement centré ce pouvoir? Sur son sexe. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le débaisse, on retire le sexe, on va le mettre dans un endroit différent et on le réduit en cendres. Ça veut dire que son pouvoir a été réduit en cendres. Lors de la guerre du Libéria, la guerre civile au Libéria, les enfants soldats, qu'est-ce qu'ils ont raconté? Pour qu'ils puissent s'accaparer du pouvoir des gens, des hommes qu'ils tuaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils consommaient leur cœur, mais aussi leur sexe. Le centre du pouvoir masculin africain est basé essentiellement sur la manifestation de la virilité à travers le sexe de l'homme. Donc, si on comprend bien, phallocratie, toujours, et ça ne changera pas. C'est ça justement. Est-ce qu'il y a des femmes qui arrivent justement à se départir de cet état de fait? Justement, ce livre-ci pointe du doigt les problèmes qu'il y a. Et si vous voyez un peu vers la fin, j'ai essayé de faire une ouverture. J'ai dit il y a des résistances, mais on va pouvoir dépasser ces résistances à travers les lois. Dans un pays comme le Cameroun, il faut maintenant 30% de femmes proposées à la députation. 30%, par exemple, ça commence à changer. À travers la morale sociale, pas la morale individuelle, mais la morale sociale, c'est-à-dire les mœurs. Il faut que les mœurs puissent évoluer. Et j'ai donc dit que le multiculturalisme avait un impact sur ces mœurs-là. Parce que la culture occidentale prend beaucoup de place chez nous. Donc, le multiculturalisme avait... mais j'ai surtout dit aussi que le plus important, c'est l'éducation. Plus les femmes seront éduquées, plus on aura affaire à des femmes qui comprendront que leur place n'est pas qu'au foyer. Leur place n'est pas que dans l'identification dans laquelle les hommes ont tendance à les enfermer. Leur place est aussi dans le
combat social pour pouvoir se trouver une place. Et il y en a qui l'ont fait. Quand vous regardez la présidente du Libéria, par exemple, Shirley Johnson. oui, quand vous regardez, il y en a de nombreuses. Candice Béala, elles sont nombreuses, hein, les femmes qui ont pu. Donc, le livre n'est pas fermé. Le livre pointe juste du doigt les problèmes et montre qu'il y a des possibilités d'ouverture. Et je vais vous mettre dans le secret. Le prochain va donc être basé sur ces femmes-là. Les femmes de pouvoir. Oui, les femmes de pouvoir. Oui. Il va être basé sur, pas seulement les femmes de pouvoir, mais sur les femmes en général, mais montrer qu'elles se battent et qu'elles se battent vraiment. Parce que, je vais vous dire, en Afrique aujourd'hui, les femmes ont compris que leur avenir n'est pas entre les mains des hommes. Par exemple, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit, elle génère des fonds, des revenus qui lui permettent de ne plus être dépendante de son mari. Et c'est cette dépendance-là. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai mis toute une partie sur le travail. Le travail des femmes. Il est non seulement identifiant, socialisant, mais en même temps un élément d'élévation dans la représentation de son identité. Donc, il y a des évolutions. Il y a des évolutions. Vu justement sur ce schème-là, disons, d'une société africaine qui finalement ne peut se construire qu'à partir des lois. Alors, donc, tout revient au législateur finalement. Si on comprend bien, Oui. à défaut, les hommes qui sont réfractaires, donc est-ce que c'est finalement la loi seule qui peut faire que les mentalités évoluent? Dans le livre, j'ai mis 3 étapes. J'ai mis les lois. Mais j'ai aussi dit que les lois avaient un sérieux problème en Afrique. C'est que les lois en Afrique sont beaucoup plus basées sur un certain nombre d'intérêts. Elles sont stéréotypées en fonction des groupes, en fonction des communautés et en fonction des intérêts. Donc, j'ai donc dit que les lois ne suffisaient pas. Il faut une moralisation de la société en général. Mais j'ai dit que cette moralisation ne sera possible, ça c'était la deuxième étape, la moralisation de la société, la transformation des mœurs, à travers la transformation même de la culture aussi. Mais j'ai dit aussi que cette étape ne peut pas se réaliser tant que les femmes africaines ne vont pas être éduquées. Il faut que la petite fille commence par comprendre que l'éducation traditionnelle donnée par sa mère est une éducation qui va juste l'enfermer encore dans cette infériorité-là, qu'on puisse la mettre à l'école, qu'elle aille à l'école. Donc, l'instruction. Mais non, mais justement... Donc, avec l'instruction, elles vont avoir de nouveaux modes d'interprétation des données sociales et même des nouveaux principes de représentation de leur être. Mais oui, mais que préconisez-vous justement? Parce que c'est bien beau la place des femmes. Oui. On est tous d'accord avec ça. Mais si le législateur n'agit pas, que préconisez-vous pour les hommes? Est-ce que les hommes doivent finalement devenir des métrosexuels? C'est-à-dire que, puisqu'on parle des genres, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que demain vous accepteriez, n'est-ce pas, que la société devienne, comment dire, une société où finalement l'homosexualité est acceptée, parce qu'il y a une loi quand même au Cameroun qui interdit l'homosexualité, une société où on acceptera, n'est-ce pas, les transgenres, hein, et où, bien évidemment, on refusera aussi, parce que, bon, il y a eu un débat récemment encore au Cameroun, où, si j'ai bonne mémoire, 7 ministres se sont levés pour dire aux filles de ne plus porter de tenue décente. Alors, est-ce que ces filles-là ne se sont pas libérées? Des tenues indécentes. Et voilà, et oui. Pourquoi ne pas les ramener dans... Pourquoi va-t-on les ramener finalement alors qu'elles sont libérées dans le joug On ne se libère pas par la dérive. On ne se libère pas par la dérive. Par la dérive, on continue encore à assombrir son existence. On continue encore à évoluer dans l'obscurité. C'est un obscurantisme qui ne dit pas son nom. En Occident, la culture occidentale ne dit pas que les femmes doivent marcher nues. Elles ont tendance à croire qu'elles copient l'Occident, mais c'est une pâle copie. Une fausse et une mauvaise copie. D'autre part, vous parlez des métrosexuels, Ouais, écoutez, on ne dit pas que l'homme doit être un métrosexuel. Hein. Non, loin de là. Loin de là.
Oui, simplement, parler de leur virilité, est-ce que finalement il faut qu'ils... Non, je ne demande pas qu'ils perdent leur virilité. Simplement, ce que je demande, c'est qu'il faut qu'on puisse donner sa place à la femme. Il ne faut pas que nos sociétés identifient la femme simplement parce que, par un, elle est mariée, elle a des enfants. Et regardez, chez les Swahili, par exemple, une femme qui n'a pas d'enfant perd catégoriquement son statut de femme. Et elle devient carrément un élément maléfique. On considère qu'elle est sorcière. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont dans la forêt commencer à chercher des herbes à travers lesquelles elles veulent essayer de pousser un peu le destin à se manifester, à se réaliser. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir des enfants à tout prix. Donc, ne pas avoir un enfant devient comme une réduction à la négativité de leur être. Je dis non. La femme, elle est d'abord elle, femme. Elle n'est pas femme parce qu'elle est mariée, elle n'est pas femme parce qu'elle a des enfants, ce n'est pas ça. Et les femmes n'attendent même pas, actuellement en Afrique, quand vous regardez bien, les femmes n'attendent pas que les hommes puissent perdre leur virilité pour essayer de se réaliser et de se manifester elles-mêmes comme femmes. Puisque ce qu'on observe aujourd'hui dans la société africaine, c'est que les femmes sont devenues des véritables battantes. Ce sont elles qui font des petits commerces. Elles sont très actives et elles sont on les trouve dans presque tous les domaines. Donc ce que les États, les nations africaines peuvent faire aujourd'hui, c'est de soutenir leur action. Par exemple, les femmes qui ne sont pas allées à l'école et qui sont des domestiques dans des maisons, il faut qu'il y ait un statut pour ces domestiques-là. Il n'y a aucune loi qui les couvre. Par exemple, à partir du moment où elles perdent leur travail, à partir du moment où elles sont peut-être enceintes, elles perdent leur travail. Il n'y a rien qui les couvre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couverture sociale devant les aider. Il n'y a même pas de contrat de travail. Il faut qu'on puisse les soutenir à tous ces niveaux-là. C'est ce qui va permettre à la société de véritablement se construire, ou même se reconstruire autour de ce socle-là, de la valeur humaine, en fait. Et c'est ça mon objectif. D'accord. Et disons, on peut dire que, voilà, notre entretien se termine. On va conseiller, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs d'acquérir vraiment ce livre-là qui est très bien fait. Merci. Et il faut le dire déjà, n'est-ce pas? Alors, Culture virile et identité féminine, c'est chez L'Harmattan, que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies. En Afrique aussi. Et en Afrique aussi. Il y en a au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, voilà. chez L'Harmattan, dans toute l'Afrique, justement, comme L'Harmattan est installé partout. Alors, bien évidemment, nous vous remercions, n'est-ce pas, d'être venus à ce rendez-vous, qui a été très enrichissant pour nous, justement, parce que, bon, on a toujours tendance à croire que la philosophie ne sert à rien. Or, effectivement, elle pense au niveau de la société. Alors, on voudrait aussi remercier Raoul Kwichu Kwachep, n'est-ce pas, sans lequel on n'aurait pas pu faire justement cette émission. On remercie aussi monsieur Gingassa, Happy Lewe, et ainsi que tous nos techniciens, et aussi les maquilleuses qui nous ont permis, n'est-ce pas, d'être présentables pour nos téléspectateurs. Et on leur dit à une prochaine fois sur Diaf TV, et merci encore pour votre fidélité.